Quand on pense au trafic de drogue illégale qui a ensanglanté l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale au cours du XXe siècle, il y a une personne dont le nom s'impose comme celui du baron de la drogue le plus prospère, le plus efficace et le plus riche qui ait jamais existé, Pablo Emilio Escobar. À l'apogée de son pouvoir, on estime qu'Escobar valait 30 milliards de dollars, argent qu'il a gagné et obtenu par des moyens vraiment insidieux. Il ne se contentait pas de transporter des tonnes de drogue dans le monde entier, il ordonnait également des meurtres et des assassinats politiques. De sa prestigieuse ascension au sommet jusqu'à sa chute sanglante, Escobar s'est assuré de dépenser autant de ses milliards de fonds illicites qu'il le pouvait. C'était un homme qui appréciait son luxe après tout, en plus d'avoir une entreprise à gérer. Voici donc quelques-unes des choses auxquelles Escobar a consacré ses milliards. Posséder de multiples types de véhicules de luxe n'est pas la seule chose qu'Escobar était prêt à faire avec ses milliards de dollars. C'était un homme qui aimait vivre dans le luxe, tant dans son pays qu'à l'étranger. Et lorsqu'il ne voyageait pas pour voir les curiosités du monde, il vivait dans ses propres maisons somptueusement décorées en Colombie. L'une de ces maisons était son manoir appelé La Manuela, du nom de sa propre fille, Manuela Escobar. Il s'agissait d'un domaine de 8 hectares dans la station balnéaire de Guatapé. La Manuela était vraiment à la hauteur de la réputation de la ville où elle se trouvait. C'était une véritable maison de vacances avec une énorme piscine et même des écuries. Pablo Escobar n'a pas hésité à investir beaucoup d'argent dans cet endroit, non seulement pour en faire un lieu de vacances idéal, mais aussi pour le rendre incroyablement sûr. Escobar s'était fait beaucoup d'ennemis, il ne voulait donc pas prendre de risques. Il a fait construire des tours de garde sur la propriété pour que personne ne puisse entrer et sortir sans sa permission. Il y avait un énorme héliport et un quai pour hydravion, parfait pour entrer et sortir facilement en cas de problème. La Manuela a fini par tomber aux mains de l'ennemi. 8 mois avant la mort d'Escobar, 200 kilos de TNT ont été placés dans l'une des salles de bain et ont explosé, détruisant une maison qui valait probablement plusieurs millions de dollars. Le reste de la maison a été abandonné et lentement récupéré par la nature. Escobar a également investi ces millions de dollars dans une propriété connue sous le nom de Hacienda Nápoles. Cette maison est exactement le genre de propriété que l'on attend d'un milliardaire qui a plus d'argent qu'il ne peut en utiliser. L'Hacienda Nápoles a été construite à Puerto Triunfo, en Colombie. Elle occupe une superficie folle de 18 km² pour lui, sa famille et plusieurs de ses gardes du corps. Escobar s'est assuré de remplir cet endroit avec autant d'attractions et de commodités qu'il pouvait y mettre. La maison comportait un parc de sculptures, un zoo complet comprenant de nombreuses espèces d'animaux du monde entier, comme des antilopes, des éléphants, des girafes et des hippopotames. Escobar a également entreposé son énorme collection de voitures et de motos anciennes et de luxe sur la propriété. Et comme il était un homme qui aimait s'amuser un peu pendant son temps libre, il a construit une piste de karting à l'Hacienda Nápoles et même une arène. Il est évident qu'Escobar aimait les propriétés massives qui lui permettaient à la fois d'étaler son extrême richesse, de stocker ses milliards en liquide et de diriger le cartel de Medellín. La Casa Grande, l'énorme maison d'Escobar située sur la minuscule île des Caraïbes, la Isla Grande, en est un exemple. La maison insulaire ne servait pas seulement de résidence secondaire à Escobar, c'est là qu'il organisait des fêtes et des réunions avec les membres du cartel de Medellín. À l'apogée de sa grandeur, quiconque a eu la chance de voir l'intérieur de cette splendide demeure et de rester en vie a pu voir plus de 300 chambres meublées de façon exquise, avec des éléments opulents comme des pommeaux de douche en or massif dans chaque salle de bain, montrant son extrême richesse. Comme vous pouvez l'imaginer, les pommeaux de douche en or ne sont pas bon marché, pas plus que l'énorme piscine, l'aire d'atterrissage pour hélicoptère et le quai de la Casa Grande. Mais ce n'était pas un problème pour un grand dépensier comme Escobar. Il a peut-être aimé dépenser des millions pour décorer ses différentes propriétés en Colombie, mais s'il y a une maison pour laquelle il n'a probablement pas aimé dépenser ses millions de dollars, c'est bien la prison qu'il s'est construite lui-même, connue sous le nom de la cathédrale. Afin de se protéger des cartels de la drogue rivaux, de l'expropriation vers les États-Unis et de croupir dans une cellule de prison, Escobar a conclu un accord avec les autorités colombiennes pour qu'elles lui permettent de construire sa propre prison. Il a dépensé beaucoup d'argent pour construire l'une des prisons les plus folles du monde, un endroit suffisamment luxueux pour être connu sous le nom d'Hôtel Escobar. Il suffit de dire que cette prison n'a pas été construite pour garder Pablo à l'intérieur. Il pouvait facilement partir dès qu'il en avait envie. C'était plutôt un fort qui le protégeait de ses ennemis. La prison était dotée de toutes les commodités modernes qu'Escobar pouvait y installer. Il y a financé un casino où il jouait avec ses hommes, il a construit une maison de jeu grandeur nature pour sa fille Manuela, il a même construit un spa et un terrain de football au cas où il risquerait de s'ennuyer. Escobar recevait souvent de nombreux invités et organisait des fêtes somptueuses à la cathédrale. Il avait construit l'endroit avec des pièces très luxueuses et il voulait le montrer.
Escobar a également équipé la prison d'appareils de communication de pointe, lui permettant de diriger son empire de la drogue à distance. Rien de tout cela n'a suscité l'ire du gouvernement colombien, qui était plus que satisfait qu'Escobar joue à la prison. Mais après qu'il a été signalé qu'il avait torturé et assassiné 4 de ses lieutenants à la cathédrale, tout l'arrangement s'est effondré. Ayant réussi à trouver le moyen le plus efficace de faire passer plusieurs tonnes de cocaïne et de gagner plus d'argent qu'il ne saurait quoi en faire, je dis cela au sens le plus littéral du terme. D'après le frère d'Escobar, environ 10%, soit 2,1 milliards de dollars, étaient soustraits chaque année à leurs revenus. Ils ne pouvaient jamais le stocker correctement. Leur argent était sans cesse mangé par les rats, détruit par les éléments ou tout simplement perdu. Il s'avère que malgré le nombre de pots de vin que Pablo était prêt à payer, la plupart des banques ne voulaient tout simplement pas toucher à son argent illicite. Alors, quel autre choix avait-il que de dépenser autant qu'il le pouvait ? On dit qu'il a acheté 15 jets privés et 6 hélicoptères, ainsi qu'une énorme collection de voitures de luxe. Parmi ces voitures figure sa Mercedes 600 Pullman de 1972. Escobar se considérait comme le président officieux de la Colombie et avait voulu occuper le fauteuil de président de son vivant. Il a même réussi à trouver un poste au Parlement colombien, avant d'être renvoyé pour son affiliation à la drogue. Ce véhicule reflète vraiment l'image grandiose qu'Escobar se faisait de lui-même. La Mercedes 600 Pullman étant la limousine préférée de plusieurs chefs d'État à l'époque, Escobar était sûr d'ajouter cette limousine de 200 000 $ à sa vaste collection. La limousine a finalement été détruite par le cartel rival de Cali lors d'un attentat à la bombe contre sa maison de Medellín en 1988. Dommage, la pauvre voiture n'a jamais rien fait de mal, son seul crime étant de transporter un homme très violent. Une autre voiture de luxe détruite lors de l'attentat susmentionné était la Porsche 356 de 1964 d'Escobar. Sa carcasse rouillée se trouve toujours à l'Hacienda Nápoles, avec les débris des autres voitures d'Escobar détruites lors de l'attentat. Dans le cadre d'un musée macabre, à côté de leurs restes carbonisés, une plaque indique « La collection de voitures de luxe d'Escobar était un symbole d'ostentation et de son leadership dans la pègre. Elles ont été les premières à subir les conséquences de multiples guerres. Seules ces pièces subsistent. » Il possédait également une Renault 4 de 1978. Escobar a utilisé celle-ci pour participer à la Renault Cup de 1979 lors de sa première incursion dans la course automobile. Escobar était un homme aux nombreuses passions et il était heureux de dépenser des sommes d'argent irréelles pour les poursuivre. Il était peut-être un piètre coureur, mais cela ne l'a pas empêché de participer. Il y a eu de nombreuses allégations selon lesquelles il aurait saboté les voitures des concurrents et jeté des punaises sur la piste, mais ce n'est qu'Escobar égal à lui-même. Escobar n'était pas universellement détesté en Colombie, malgré son emprise sanglante sur la vie de nombreuses personnes et le fait qu'il dirigeait l'un des cartels les plus puissants de l'histoire colombienne. C'est parce qu'il était sûr de cultiver une identité plutôt charitable dans l'esprit du peuple, au point d'être considéré comme un Robin des Bois et un héros pour certains en Colombie. Il aurait distribué de l'argent dans le cadre de projets de logement et d'autres activités civiques, construisant des maisons pour de nombreuses personnes démunies en Colombie. Et en tant que grand amateur de sport, il aurait construit des terrains de football et des terrains multisports et aurait parrainé des équipes de football pour enfants. La mort éventuelle d'Escobar n'a pas été un événement joyeux pour tout le monde. Plusieurs personnes sont venues assister à son cortège funèbre, beaucoup ont même appelé à la vengeance. Le dernier acte de charité de Pablo Escobar a été post-mortem, lorsque ses nombreuses propriétés ont été saccagées pour y trouver les trésors d'argent liquide qu'il y cachait. Il a certainement rendu quelques charognards beaucoup plus riches. On ne peut pas être à la tête du cartel de Medellín qui introduit clandestinement 15 tonnes de cocaïne par jour aux États-Unis et rapporte plus de 150 millions de dollars par jour sans dépenser au moins une partie de son propre argent pour y parvenir. Escobar dépensait une part importante de sa fortune pour la réinjecter dans ses affaires. Après tout, gérer une opération mondiale de trafic de drogue n'était pas vraiment bon marché. Mais cela ne signifie pas qu'Escobar ne récupérait pas 10 fois ce qu'il investissait. En fait, il gagnait tellement d'argent que son cartel dépensait plus de 1000 $ par semaine pour les élastiques qu'il utilisait pour emballer ses liasses de billets. Contrairement aux affaires courantes, la gestion d'une opération illégale de grande envergure comme celle d'Escobar s'accompagnait de quelques coûts auxquels on n'est généralement pas confronté. L'un de ces coûts était la quantité de personnes qu'Escobar devait soudoyer. Lorsque vous ne corrompez pas des politiciens corrompus pour qu'ils vous laissent construire votre propre prison, vous corrompez des banquiers pour vous aider à blanchir votre argent. Escobar a dit une fois dans une interview, quand on lui a parlé de l'essence de business de la cocaïne, « Le business est simple, tu corromps quelqu'un ici, tu corromps quelqu'un là, et tu paies un banquier sympathique pour t'aider à ramener l'argent. » Pablo Escobar et son cartel seraient responsables de 80% du trafic de cocaïne vers les États-Unis dans les années 1970 et 1980 par voie maritime ou aérienne.
D'une manière ou d'une autre, la drogue d'Escobar arrivera à bon port. Sa première expédition de cocaïne aux États-Unis en 1970 a été effectuée dans un petit avion, le Piper PA-18 Super Cub. Conçu et fabriqué par Piper Aircraft, cet avion était un avion utilitaire léger qui pouvait décoller des champs accidentés avec moins de 60 mètres de piste, ce qui en faisait un avion idéal pour les opérations d'Escobar. Il valait environ 300 000 $. Escobar a fini par améliorer sa capacité de contrebande et achète un avion utilitaire civil fabriqué par Cessna Aircraft Company. Plus grand que le PA-18 Super Cub et équipé d'un moteur de 210 chevaux et d'une capacité de carburant supplémentaire. L'intensification de son activité de contrebande lui coûtera 400 000 $, mais c'est de l'argent qu'il est heureux de dépenser. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner, et Escobar le savait. Il dépensait 2 000 $ pour traiter chaque kilo de coke, et pour chaque chargement de 400 kg, il réalisait un bénéfice de 8 millions de $. Lorsqu'Escobar était devenu trop puissant pour piloter personnellement ses propres avions remplis de drogue, il faisait appel à des pilotes pour faire de la contrebande pour lui, chaque opération coûtant environ 400 000 $. Mais Escobar ne se contentait pas d'envoyer sa drogue par le ciel, il le faisait également passer par les mers. Il aurait utilisé 2 sous-marins télécommandés pour ces opérations. Les sous-marins auraient été obtenus auprès de la marine russe, chacun d'entre eux étant capable de transporter une tonne de cocaïne. Au fil du temps, les opérations de contrebande d'Escobar ont évolué. Il a augmenté sa capacité d'approvisionnement dans des proportions beaucoup plus importantes. Avant la fin de sa vie, les sous-marins de Pablo auraient été capables de transporter jusqu'à 7 tonnes de cocaïne. Malgré la transformation et la vente effrénée de drogue dans le monde entier, de nombreuses personnes l'idolâtraient et, comme sa mère, ne l'ont jamais vraiment considéré comme un criminel. Escobar a gagné des milliards, dépensé des milliards, perdu des milliards. Selon vous, lequel de ces achats était le plus extravagant? Et si vous avez aimé cette vidéo, vous devriez regarder l'une de nos autres vidéos. À bientôt!